Donc, ça me fait plaisir de vous présenter Léa Decaster. Je vais vous lire rapidement sa bio. Donc, après la validation en France d'une licence en droit, équivalent du baccalauréat ici, et d'un master en droit privé, parcours contentieux, l'équivalent de la maîtrise ici, Léa est aujourd'hui étudiante au doctorat en co-tutelle entre la faculté de droit de l'Université Laval et le Mans Université. Je suis désolée si je prononce mal les choses. Elle est chargée d'enseignement en droit des contrats et en droit de la famille en France. Elle a écrit un article sur l'enseignement du droit en France et au Québec dans l'ouvrage « Droit français, droit québécois, inspiration mutuelle ». Ses recherches de doctorat portent sur l'étude de la mention du sexe à l'état civil et sa compatibilité avec les droits fondamentaux et notamment le droit à l'autodétermination. Elle a d'ailleurs présenté ses recherches à l'occasion des conférences Le Bal, visant à présenter le droit comparé aux étudiants et aux étudiantes en licence de droit. Alors, je cède la parole à Léa qui va nous parler du droit de l'identité sexuelle en France et au Québec, entre stabilité et dignité. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je vais vous partager mon écran. C'est ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et je vais vous présenter, donc, comme vient de le dire Marie-Pierre, mes recherches donc, de doctorat sur le droit de l'identité sexuelle en France et au Québec, puis vous expliquer en quoi aujourd'hui le droit de l'identité sexuelle il se trouve entre la stabilité de l'identité puis la dignité de la personne. Oh. Ah ouais, alors attendez. Ok, je ne sais pas trop ce que ça donne comme présentation, mais voilà. Donc pour vous présenter ma recherche, je vais d'abord faire un état des lieux des revendications sociétales sur l'identité sexuelle, puis vous présenter comment ces revendications sont appréhendées par le droit aujourd'hui. D'abord, pour revenir sur ces revendications-là, il faut faire un point sur les différents termes qu'on emploie aujourd'hui, puisque ça fait partie notamment des revendications aujourd'hui de revoir en fait le vocabulaire utilisé par le droit. Puis ensuite, je vais faire un tour d'aperçu de ces revendications, parce qu'elles sont trop nombreuses pour toutes les détailler une par une. D'abord, sur les notions utilisées, je vais commencer par me justifier. J'utilise le terme d'identité sexuelle dans le titre de ma recherche parce qu'en fait, c'est la notion juridique employée aujourd'hui dans beaucoup de tribunaux encore, puis par la majorité des parlementaires, etc. Puisque historiquement, en fait, c'est cette notion-là qui a été utilisée comme critère d'identification des individus à l'état civil. Historiquement, cette notion, elle était fondée sur le sexe biologique et sur l'apparence qu'a un enfant à la naissance. Donc voilà, selon ses caractéristiques physiques, on lui assignait du coup le sexe homme ou le sexe femme. Et donc voilà. Ensuite, il faut revenir sur plusieurs termes. Et pour ça, je vais utiliser le genderbread person et commencer par distinguer l'identité de genre du sexe biologique. L'identité de genre, il faut l'imaginer plutôt comme un curseur mobile entre l'homme et la femme, avec comme point médian les personnes non binaires. Mais c'est pas fixe, on n'est pas obligé. Enfin, entre la femme et les personnes non binaires, on peut choisir une identité de genre entre ces deux-là qu'on nomme par nous-mêmes selon ses propres choix. Le sexe, en revanche, faut le voir plus comme une description de son anatomie, en fait. Et là, donc, selon les caractéristiques qu'on a, on pourrait être qualifié de femelle, mâle, ou bien comme ce qui est de plus en plus remarqué et qui est de plus en plus, je sais pas dénoncé, mais dont on parle de plus en plus, ce sont les personnes intersexes. C'est des personnes qui, à la naissance, présentent des caractéristiques sexuelles, physiques, qui ne permettent pas en fait de les ranger dans une catégorie mâle ou femelle. Donc voilà, on a l'identité de genre d'un côté, puis le sexe biologique, c'est deux choses bien différentes. Ensuite, il faut distinguer l'identité de genre de l'expression de genre. L'identité de genre, c'est vraiment ce qu'on vit, c'est notre rapport à nous-mêmes, ce qui se passe à l'intérieur de notre tête finalement, tandis que l'expression de genre, c'est comment on va se présenter au monde, puis comment les gens vont interagir avec nous. Voilà. Après, cette présentation, c'est vraiment à but pédagogique, donc il y a énormément de nuances selon les conceptions des personnes, les revendications, puis les mouvements politiques, mais on peut faire cette distinction-là. Ensuite, à côté
du sexe biologique, de l'identité de genre et de l'expression de genre, il y a l'orientation sexuelle. Ça, il faut vraiment bien distinguer les questions d'identité et les questions de sexualité, qui sont vraiment des questions différentes. La sexualité, donc, c'est notre rapport avec d'autres personnes, des questions d'amour, etc. L'identité, c'est vraiment notre rapport à nous-mêmes, puis comment on se pense et on se conçoit nous-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une des principales revendications, c'est l'arrêt de l'utilisation du terme de transsexualisme ou de transsexuel, puisque ce vocabulaire-là, ce terme-là, renvoie plus à la sexualité qu'à l'identité. Donc, moi, dans ma présentation, je vais parler de personnes trans et de transidentité parce que c'est un terme qui permet de regrouper l'ensemble des personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à l'identité qui leur a été assignée à la naissance. Voilà. Puis après, si vous avez des questions sur certaines terminologies-là, je pourrais y répondre par la suite. Donc maintenant, un petit aperçu des différentes revendications des personnes trans et des associations de défense de leurs droits. C'est notamment la fin des interventions chirurgicales sur les enfants intersexes. Pour expliquer un peu plus cette revendication, les enfants intersexes, donc comme je vous l'ai expliqué avant, c'est des enfants qui naissent avec une ambiguïté sexuelle physique. Et donc, dans le but de les ranger dans une des catégories de l'état civil, donc mâle ou femelle, les médecins ont pratiqué pendant très longtemps et le font toujours des opérations visant à conformer l'apparence physique de ces enfants à la catégorie mâle ou femelle. Ce sont des opérations chirurgicales très lourdes, très traumatisantes à long terme. Déjà pour des adultes qui veulent faire une transition, c'est des processus très difficiles. Donc sur des enfants, on imagine un peu le traumatisme. Puis l'autre problème, en fait, c'est que ces opérations sont souvent pratiquées sans le consentement des enfants, parce qu'à 4 ans, savoir si on veut un vagin ou non, c'est un peu compliqué. Et aussi les parents, souvent déboussolés parce qu'ils ne sont mal renseignés, etc., ne peuvent consentir en fait pour leurs enfants. La seconde revendication que je voulais vous présenter, c'est la demande de la suppression de la mention du sexe à l'état civil. Cette revendication-là, c'est perçue comme la solution juridique des associations de défense des personnes trans, en fait, pour permettre à tout le monde de choisir son identité comme on le souhaite, puis de s'auto-déterminer. Également, une autre revendication, c'est la dépathologisation et la dépsychiatrisation des personnes trans. Ces personnes-là ont été considérées comme des malades mentales pendant très très longtemps. De plus en plus, elles sont retirées des grands dictionnaires des maladies, dont celui de l'OMS, etc. Mais il y a encore des évolutions, puis des améliorations à faire de ce côté-là. Surtout la dépsychiatrisation, c'est le fait qu'on demande systématiquement à ces personnes-là qui se posent des questions sur leur identité d'aller consulter en fait des psychologues, des psychiatres, etc. Alors que en fait, c'est pas nécessaire pour tout le monde. Puis c'est encore une fois pas forcément une maladie mentale qui nécessite d'être traitée psychiatriquement ou psychologiquement parlant. Une autre revendication qui n'est pas forcément très connue, c'est la demande du démantèlement des équipes et des protocoles hospitaliers. Au Québec, c'est le protocole de soins proposé par l'Association mondiale des professionnels pour la santé transgenre. Ça, c'est la traduction française parce que je n'aurais pas voulu écorcher le nom en anglais. Et également, en France, c'est la SOFECT, donc la Société française d'études et de prise en charge de la transidentité. Pourquoi ces protocoles et ces équipes hospitalières sont contestés aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, souvent, ce sont des institutions très transphobes qui véhiculent énormément de stéréotypes de genre et qui demandent des conditions pour avoir accès à des chirurgies ou pour avoir accès à des traitements hormonaux qui sont très difficiles et très stéréotypés. C'est-à-dire que si la personne trans ne remplit pas toutes les cases du stéréotype de la femme dans la société, on va lui refuser en fait son traitement hormonal et ou son opération chirurgicale si elle l'a demandé. Donc voilà, un petit aperçu de ces revendications. Oh. Donc, toutes ces revendications, ça pose des questions en termes de traduction juridique et on peut se demander quel est l'état actuel du droit de l'identité sexuelle en France et au Québec aujourd'hui. Est-ce que ces revendications, elles ont une traduction juridique, par exemple la sollicitation de politique ou encore des actions en justice? Et aussi, on peut se demander si le droit civil aujourd'hui a une réponse à apporter à ces revendications-là.
Du coup, ça m'amène à la deuxième partie de ma présentation, à savoir comment le droit appréhende l'identité sexuelle comme question de société. Je veux faire un petit point de l'actualité juridique aujourd'hui parce que ça bouge quand même du côté du droit. Et ensuite, je vais revenir sur les concepts de stabilité et de stabilité de l'identité et de dignité de la personne en droit et comment ces deux concepts s'articulent. Donc, en ce qui concerne l'actualité juridique en France, c'est en juin 2020 que le défenseur des droits saisit de nombreuses demandes d'investigation, a rendu une décision cadre relative au respect de l'identité de genre des personnes transgenres. Et il a proposé dans cette décision plusieurs améliorations de la législation française, et notamment la fin de l'utilisation du terme de transsexualisme et de transsexuel dans le monde du droit, mais également la déjudiciarisation de la procédure de changement de la mention du sexe à l'état civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, contrairement au Québec, pour pouvoir changer cette mention du sexe à l'état civil, il faut passer devant un juge, puis il faut montrer que socialement, on ne se comporte plus comme cette identité sexuelle qui nous a été assignée à la naissance. Ensuite, un autre événement d'actualité juridique, c'est le refus des parlementaires pendant les débats sur la révision des lois bioéthiques en France, donc d'interdire les opérations chirurgicales sur les enfants intersexes dont je vous ai parlé précédemment. Donc, ils ont préféré privilégier une disposition qui vise à orienter les enfants et les familles vers des centres spécialisés pour les maladies rares du développement sexuel. Mais ces opérations sont toujours pratiquées en France, malgré la sanction du comité de la torture de l'ONU, du comité des droits de l'enfant de l'ONU, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de France, etc. Enfin, bon, de nombreuses instances de défense des droits et libertés. Au Québec, c'est aussi un sujet vraiment d'actualité en droit, puisque c'est à l'été 2019 que le Canada a proposé l'ajout d'une troisième catégorie d'identité sexuelle sur le passeport canadien. Et c'est le 28 janvier 2021, donc il y a vraiment très peu de temps, que la Cour supérieure du Québec a rendu une décision suite à une action en justice du Centre de lutte contre l'oppression des genres qui demandait la suppression de 11 articles du Code civil du Québec. Cette demande a été fondée sur le droit à l'autodétermination, sur le droit à la dignité, le droit à l'égalité et le droit à la liberté des personnes trans. Et donc, bien que cette décision n'ait pas accédé à toutes les demandes du Centre de lutte contre l'oppression des genres, elle impose quand même au gouvernement de modifier, notamment, je vais prendre deux exemples, deux mesures de cette décision. La première, ce que j'ai choisi de vous présenter, c'est le fait que le juge a imposé donc la modification de la loi pour qu'aujourd'hui, les parents trans puissent faire modifier l'acte de naissance de leurs enfants. Pour vous donner un exemple concret, c'est qu'avant cette décision, et toujours en France, une personne assignée femme à la naissance peut donc avoir des enfants, puis elle va vouloir faire une transition et changer d'identité. Donc elle deviendra un homme juridiquement, mais elle ne pourra pas changer l'acte de naissance de ses enfants. Donc elle sera un homme, cette personne, et la mère de ses enfants. Donc on voit ici un gros décalage et une grosse incohérence juridique que donc la Cour supérieure a demandé au gouvernement de corriger. Une autre partie de la décision qui peut être citée, c'est l'ouverture aux non-citoyens canadiens de la procédure de changement de la mention de sexe à l'état civil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir protéger donc maintenant les personnes étrangères qui arrivent sur le territoire et qui parfois pourraient être discriminées dans le pays d'où elles viennent. Et donc elles auront accès à cette procédure. Ensuite, je vais vous présenter donc les concepts de stabilité, de dignité de l'identité de la personne. La stabilité de l'identité en droit, ça vient en fait de la mission de l'État qui est de distinguer les individus au sein du groupe social. L'objectif à la création de l'État civil, c'était d'éviter notamment les usurpations d'identité et de permettre à tout le monde de pouvoir jouir de ses droits. Donc pour ça, on a voulu rendre l'identité civile très stable. Et donc ça s'est traduit par la fondation de l'état civil sur le principe d'indisponibilité de l'état civil. Ce principe-là, il a rendu l'identité objective, c'est-à-dire qu'on va décrire l'individu de l'extérieur
sans tenir compte de sa volonté et de sa subjectivité. Ainsi, on rend l'identité complètement indépendante de la personne et on la prive de tout pouvoir sur son identité juridique, si on peut dire. Cette stabilité, faut la mettre en parallèle et voir en opposition avec la dignité de la personne en droit. Cette dignité, elle se traduit par plusieurs droits qui sont utilisés notamment en cours, devant les tribunaux par les associations de défense des personnes trans pour justement demander la modification de la loi. Et donc, ça se traduit par le droit à la liberté, le droit à l'égalité et le droit au respect de la vie privée. Mais surtout, en termes de théorie juridique, la dignité de la personne, ça implique le droit à l'autodétermination de cette personne. Et donc, ça rejoint un peu l'intervention de Marie-Pierre, mais du coup, on veut que la personne soit autonome dans la détermination de son identité, qu'elle puisse être reconnue dans l'identité qu'elle a choisie par le droit et que sa volonté, son choix d'identité soit respecté. Donc on voit ici qu'il y a une opposition, une tension entre l'indisponibilité qui vise à écarter la volonté de l'individu et l'autodétermination qui vise, elle, à inclure et à prendre en compte cette volonté dans la détermination de l'identité sexuelle. Donc ça se traduit par une tension entre stabilité et respect de la dignité de la personne. Moi, mes recherches, du coup, ça vise un peu à chercher, à trouver des solutions à ça. Et l'idée de supprimer l'identification sexuelle à l'état civil est effectivement une des solutions qui m'interpelle beaucoup, puisque l'identité sexuelle comme critère d'identification, il était intéressant à la création de l'état civil parce qu'on avait peu de nouvelles technologies, etc., pour distinguer les individus. Et à cette époque-là, c'était assez sociétalement admis qu'on était soit un homme, soit une femme. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus, c'est contesté. Et en plus, on a plein de nouvelles techniques d'identification comme les données biométriques, la photographie aussi qui est beaucoup plus performante qu'avant. Donc, est-ce que c'est toujours nécessaire d'identifier sexuellement les gens à l'état civil? Et aussi, parce que l'identité sexuelle, ce n'est pas que le rapport entre l'individu puis son état civil et donc l'État, c'est aussi une question d'individu dans son espace familial et aussi dans ses relations juridiques avec d'autres institutions. Mais une autre des pistes qu'il me paraît importante de revoir, c'est donc repenser le droit de la famille. Et donc, comme l'a fait la Cour supérieure comme l'a fait la Cour supérieure du Québec dans sa décision du 28 janvier, faire concorder l'état civil des parents et des enfants, ça me paraît une des priorités en France, maintenant que ça s'est fait au Québec. Aussi revoir complètement l'idée de parenté pour la rendre non genrée. Ainsi, en fait, l'enfant, il aurait juste deux parents, peu importe leur identité de genre, leur sexe biologique, leur expression de genre, il aurait juste deux parents. Puis ça me paraîtrait correct. Mais ça a aussi des conséquences sur est-ce qu'on va autoriser en fait les personnes trans à se reproduire? Parce que ça pose vraiment problème en France. Et c'est pour ça que lors de la révision des lois bioéthiques, la question de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de lesbiennes s'est posée, bien qu'elle ne soit pas encore admise. Mais par contre, l'ouverture de cette assistance médicale à la procréation a été catégoriquement refusée aux personnes transgenres. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent en droit et qui convient, je pense, de repenser aujourd'hui. Donc merci pour votre attention. Puis si vous avez des questions, je veux bien répondre.